Je suis heureux de passer la parole maintenant à professeur Patrice Geoffron. Professeur Patrice Geoffron, qui est professeur d'économie à l'Université de Paris-Dauphine et qui était le vice-président de l'Université de Paris-Dauphine et préside actuellement le Centre de recherche de l'économie et de l'énergie pour la géopolitique à Dauphine. Professeur Geoffron, la parole est à toi, cher ami. Merci. Thank you, Jean-Paul. Initially, my idea was to speak in English, mais j'ai vu tout à l'heure pendant l'intervention de Denis Simoneau que personne n'utilisait ou presque les appareils de traduction. Donc j'espère que ce changement de dernière minute ne va pas causer de soucis. Mais il y a peu de places et de conférences internationales où on puisse utiliser sa langue maternelle, donc je ne vais pas m'en priver. Ce qui me permettra en plus d'essayer de rester dans les, Jean-Paul, dans les 12 minutes que tu nous as données, more or less. Donc, il se trouve que j'ai d'autant plus de plaisir à être parmi vous que j'enseigne depuis 10 ans à Beyrouth, y compris cette semaine, que j'étais hier avec mes étudiants, que j'y serai cet après-midi à l'USJ, et que je vais revenir auprès d'eux avec, je pense, des raisons d'espérer pour l'économie libanaise, notamment pour les motifs qui ont été évoqués en tout début de matinée. Il a été souvent question de décisions d'investissement ou des décisions de politique énergétique pour les générations futures. Et effectivement, c'est ce qui se joue. Sauf que ce futur est un futur à très long terme. Et évidemment, il faut se projeter à la fin de la présente décennie, mais il faut essayer de regarder un peu au-delà, en particulier parce qu'il y a quelques mois maintenant, à Paris, durant la COP21, nous avons pris une décision qui ressemble à ce qui est là. Vous allez comprendre aisément ce dont il est question. Durant les 2 derniers siècles, au niveau mondial, comme je suis universitaire, je peux me permettre de regarder loin dans le temps derrière et loin dans le temps devant. C'est un peu pour ça qu'on m'a invité. Eh bien, on a multiplié le PIB mondial, le GDP, par 100. Et on est passé, durant cette même période, à peu près 0 émission nette de CO2, en utilisant essentiellement de la biomasse il y a 2 siècles, à aujourd'hui plus de 30 milliards de tonnes de CO2 émises chaque année. Et ce qui se trouve là, eh bien, c'est ce qui a été décidé à Paris. Dans le scénario du 2 degrés, et même moins de 2 degrés, ça va supposer de faire ce genre de choses. Donc d'essayer de continuer d'aller vers la droite, en créant plus de richesses économiques, mais en cassant le modèle économique, historique de ces 2 derniers siècles. Et à vrai dire, pour l'heure, on ne connaît pas vraiment de modèle de substitution. On voit bien qu'autour de nous, les économies qui se développent rapidement, par exemple, c'est le cas de la Chine, eh bien, utilisent au XXIe siècle les mêmes méthodes que le premier pays émergent qui était la Grande-Bretagne au XIXe siècle, en utilisant massivement du charbon. Donc il faut casser ce genre de choses, et c'est tout sauf évident. Et on doit tous avoir à l'esprit que le monde de ce côté-ci dans lequel nous sommes nés et le monde dans lequel il va falloir œuvrer de l'autre côté sera soumis à des règles différentes, à un mix énergétique différent, évidemment, à des mécanismes de formation des prix différents. Et c'est ce monde qu'il nous faut inventer. Alors la bonne raison d'espérer au cœur de tout ça, c'est que le gaz naturel a vocation à garder sa place dans le monde d'après, à être un des acteurs du mix énergétique, à permettre cette transition. Ce ne sera pas le cas pour le charbon, ce ne sera pas le cas sous les formes actuelles pour le pétrole par ailleurs. Donc pour avoir des éléments de contexte. Deuxième élément de contexte, on a perdu les prix des énergies. C'est très embêtant lorsqu'on est dans une session où il doit être question des investissements dans le pétrole et dans le gaz. On ne connaît plus les prix des énergies. Ici, vous avez un chart sur lequel le World Energy Council a demandé à des leaders énergétiques. Donc j'imagine que il y avait le président de Total ou le président d'Engie ou le président d'Eni notamment, et des ministres évidemment, en leur demandant qu'est-ce qui vous préoccupe le plus, en fonction de ce qui est susceptible d'avoir un impact et en fonction du degré d'incertitude. Et on trouve tout en haut à droite les prix de l'énergie. Ce qui est en toute activité économique particulièrement préoccupant et qui l'est plus encore dans le domaine de l'énergie parce que bien évidemment, dans le secteur énergétique, il y a peu d'investissements dont la période de payback se mesure en quelques années. On investit pour des décennies. Et il faut investir pour des décennies avec une idée assez confuse de ce que pourront être les prix futurs. Ici, par exemple, c'est ce que nous disent les économistes du Fonds monétaire international en se projetant à quelques années devant nous
à l'horizon 2020. Et on nous dit qu'à l'horizon 2020, il y a 95% de chances d'avoir un pétrole compris entre, disons, 15 et 120. Sauf qu'à un moment, vous vous retrouvez face à un tableur et vous devez faire des projections pour vos investissements à 20 ans, à 30 ans, et vous devez cocher une case qui est le prix du pétrole ou le prix du gaz. Concernant le prix du gaz, si on regarde cette fois derrière nous, un peu devant nous, on n'a malheureusement pas beaucoup plus de visibilité, puisqu'on est passé d'une période avant la crise économique et avant Fukushima de relative convergence des prix entre les différentes zones. Et puis, on a traversé une très longue période, après Fukushima, du fait du développement du gaz de schiste, et sans doute à l'avenir, d'entrer dans un nouveau régime de prix du gaz, ce qui est également un facteur de préoccupation. Parmi les facteurs de préoccupation, et qui sans doute crée une différence fondamentale entre la chute actuelle des prix et ce qu'on a pu observer par le passé. Tous les gens qui, comme moi, ont des cheveux gris ou blancs ont connu des yo-yo du prix du pétrole dans les années 70, dans les années 80. Et donc on pourrait dire que naturellement, derrière nous, on a beaucoup de chocs et que ce choc est un choc supplémentaire. On a de bonnes raisons de penser que ça n'est pas un choc supplémentaire, notamment pour ce type de raisons. Vous avez ici, et ce sont également des analyses qui ont été produites par le FMI, la part de la baisse des prix qui est attribuable à l'offre et qui est attribuable à la demande. Et la partie qui relève de la demande est particulièrement importante et particulièrement préoccupante. Parce que finalement, derrière tout ça, premièrement, du côté de la demande, eh bien, ce qu'on a, pour le dire très rapidement, c'est la crise de la globalisation et ses effets. Pour avoir une petite idée de ce que ça donne, ici, vous avez entre 2012 et maintenant les différentes réévaluations faites également par le FMI sur les prévisions de la croissance chinoise. Donc on est parti de quelque chose qui se trouvait au-delà de 9%, et puis pour imaginer différents rebonds, et puis là pour imaginer plutôt un atterrissage plus ou moins en douceur. Et la vérité, c'est que derrière tout ça, l'appareil statistique chinois ne permet pas de connaître la croissance chinoise, et les Chinois eux-mêmes ont une très faible visibilité entre deux scénarios, le scénario du soft landing et le scénario du hard landing qui se présentent devant eux. Et il n'est pas très compliqué, naturellement, d'imaginer qu'à l'avenir, ce qui est susceptible de se passer en Chine ou dans d'autres zones du monde, la manière dont le Brésil est passé d'une situation de pays émergent à une situation de pays dans la récession et dans la crise économique et politique en l'espace de quelques années, est également tout à fait spectaculaire. Et donc ces différents éléments, il n'y a pas de raison de penser que dans la décennie prochaine, on ne va pas les trouver encore présents et que la macroéconomie et que la croissance mondiale sera suffisamment stable pour qu'on puisse avoir de la visibilité sur les prix. Notamment parce que on peut douter, je me différencierai peut-être un peu de ce qui a été dit précédemment par Carole sur les capacités de régulation à l'avenir des prix concernant l'OPEP. On peut effectivement, et Carole l'a évoqué, sur la base de ce qui s'est passé dans les années 80 et les années 90, considérer qu'à un moment l'OPEP reprend la main. On peut observer que la crise actuelle, en tout cas, est une crise qui n'a pas été régulée avec les mécanismes habituels. Vous regardez la partie bleue dans les chutes de prix précédentes, eh bien, on avait une adaptation de la production du côté de l'OPEP. On n'a pas eu d'adaptation cette fois-ci, et l'adaptation, si on peut dire, elle vient plutôt en dehors de l'OPEP. Mais ça, Carole l'a déjà dit de manière plus précise que moi. En revanche, pour l'avenir, on a quand même quelques indices conduisant à considérer que cette crise, elle ouvre peut-être une nouvelle ère. Ici, on a les prévisions du gouvernement saoudien à 2030 sur la vision à 2030 qui a été dévoilée il y a quelques mois, au moment d'ailleurs où le ministre du pétrole était remplacé par un ministre de l'énergie. C'est la première fois. Il n'y a plus de ministre du pétrole, il y a un ministre de l'énergie. Et c'est la manière dont le gouvernement saoudien, je ne vous dis pas que le gouvernement saoudien va réussir cette affaire, en tout cas c'est la perspective dans laquelle il semble s'engager. Et ici vous avez une représentation des revenus du gouvernement saoudien. La partie sombre, c'est la partie oil, et la partie grise, c'est la partie non-oil.
avec une idée de dynamiser l'économie saoudienne et de la diversifier très très considérablement. On peut se poser des tas de questions sur la faisabilité de cette stratégie, mais c'est un élément qui donne à penser que cette crise n'est pas une crise exactement de la même nature et qu'il n'est pas certain que les mécanismes de régulation traditionnels de l'OPEP reprennent la main ensuite. Autre raison de considérer que cette fois c'est différent, il suffit de regarder la carte du monde et de voir apparaître ces différentes zones, y compris la France, et on est très surpris, et Denis Simoneau nous a dit tout à l'heure qu'on était bien embêté par cette affaire, on ne sait pas quoi faire de notre gaz et de notre pétrole de schiste, on va le garder sous terre, mais on n'était pas censé, dans notre histoire commune, se trouver confronté à ce genre de choses. Manière de dire que dès lors qu'on a une nouvelle carte du monde des pétroles et des gaz, en l'occurrence ici non conventionnels, il est difficile d'anticiper qu'on pourra re-réguler les prix tels qu'on le faisait par le passé. D'autant plus, encore une fois, si on prend en compte ce qui a été décidé à Paris. Alors là aussi, il y a beaucoup d'incertitudes. Est-ce que les engagements seront tenus? Mais ces engagements, ce sont des engagements qui, en l'espace de d'ici 2030, d'ici 2035, doivent conduire à diviser par 2 les émissions de CO2. Et au cœur de tout ça, certains acteurs qui traînaient des pieds sont désormais très engagés, et notamment la Chine, à nouveau pour des raisons qui ont été évoquées durant la matinée. Il suffit d'aller en Chine pour voir que les Chinois ne peuvent plus respirer dans leur ville, et donc les Chinois sont contraints de faire une transition énergétique assez rapide. Mais le monde tel qu'il devait s'écrire en termes énergétiques et le monde vers lequel on se dirige, à l'évidence, va être très différent. Et de ce point de vue, essayons de voir ce à quoi ça peut renvoyer du côté de la demande de pétrole et du côté de la demande de gaz. Du côté de la demande de pétrole, ici, vous avez le scénario vert, qui est le scénario du 2 degrés, donc le scénario sur lequel on s'est calé, grosso modo, dans le cadre de la COP 21. Et puis, le business as usual, il est ici en rouge. Et lorsqu'on fait la différence, donc ce sont des millions de barils par jour entre le scénario, entre guillemets, qui sauve le monde et le scénario du business as usual, il y a une différence d'un peu plus de 40 millions de barils par jour. D'un peu plus de 40 millions de barils par jour. Évidemment, par ailleurs, le gaz va être l'énergie fossile friendly avec la transition énergétique. Néanmoins, comme cette transition énergétique, elle va se combiner avec des efforts très considérables d'efficacité énergétique, eh bien, encore une fois, la demande de gaz entre le business as usual et le scénario vert, le scénario du 2 degrés, elle est amputée d'à peu près un tiers. Alors si je m'arrêtais là, mais je vais conclure sur des choses plus positives, on pourrait se dire finalement chacun peut rentrer chez soi, il n'y a pas de raison d'investir. Or je pense qu'il y a de bonnes raisons d'investir dans la zone dans laquelle nous sommes. Notamment parce qu'il y a des voisins du Liban qui sont la seule zone du monde qui ne va pas accroître à l'avenir ses capacités internes de production et d'extraction de gaz, et donc la problématique de la diversification des approvisionnements des Européens et naturellement de la sécurité d'approvisionnement va se poser très très vite dès cette décennie et dans la décennie à venir. On le voit parce que les Néerlandais, les Norvégiens, les Britanniques, c'est d'ores et déjà le cas. Et donc bien évidemment dans ce contexte, la problématique à laquelle vont se trouver les Européens, c'est de parvenir à mitiger, si je puis dire, la dépendance vis-à-vis du gaz russe. Et à cet égard, dans la Méditerranée, eh bien, il y a un espace de diversification qui est tout à fait opportun et qui peut être par ailleurs non seulement un facteur de prospérité économique et un facteur de paix. La même histoire que celle que je viens d'évoquer peut se raconter si on regarde un peu les besoins additionnels en termes de LNG dans les années à venir en Europe. Donc le fait que nous ayons la Méditerranée en commun et d'un certain point de vue ce gaz en commun est une raison d'espérer, et d'espérer qu'en dépit, encore une fois, d'un environnement énergétique d'une particulière complexité, on puisse trouver des business models mutuellement profitables dans la zone naturellement, et puis par ailleurs pour des échanges avec l'Europe. Et voilà ce que j'ai l'intention les bonnes nouvelles que j'ai l'intention de rapporter à mes étudiants cet après-midi. Merci beaucoup.